Les amis, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la revue de presse de l'histoire. On a sélectionné pour vous 5 articles de presse. En tout cas, c'est Karl qui les a sélectionnés et on va les découvrir ensemble. Valentin qui monte cette vidéo. Jingle. C'est la revue de presse. La cité oubliée du Luc d'épée par le journal du CNRS qui nous dit: de septembre à novembre 2019, Giulio Bendezu Sarmiento et ses équipes ont fouillé le site du Luc d'épée dans le sud-est du Turkménistan. Unique au monde par la durée de son occupation, 4000 ans sans discontinuer, ce site a abrité la civilisation de l'Oxus, l'une des plus importantes d'Asie centrale. L'archéologue nous livre ici son journal de bord. Voilà, donc découverte de ce site, des belles photos, Ulugh d'épée. Ça paraît immense. Je sais pas quelle est l'échelle, mais ça paraît immense. Alors c'est long, hein. Comme d'habitude on va pas tout lire. Le but du jeu c'est de vous introduire ces différents articles et vous pourrez aller lire cet article sur cette découverte. L'INRAP nous dit: la dernière bataille d'Anne de Bretagne, étude isotopique des combattants de 1491. Tout à l'heure on a préparé l'émission avec Karl. Je lui ai dit, j'ai pas compris. Il m'a dit c'est des gars, ils font des trucs avec des produits. Ça permet de tester d'où viennent les gens qui se sont battus. Une recherche pionnière sur l'isotope du soufre a permis d'identifier la provenance de soldats morts à Rennes, au cours du siège opposant la Bretagne et ses alliés au royaume de France, puis inhumés au couvent des Jacobins. Rosen Colletter, Claire Viat-Jouan et Clément Bataille reviennent sur ces recherches qui font l'objet de 2 publications dans la revue en ligne et en libre accès. Donc le but du jeu, hein, c'est tout simplement de savoir d'où venaient les combattants. On a ensuite Léonard de Vinci, estimé entre 10 et 14 millions d'euros. Une surprenante tête d'ours dessinée par l'artiste pourrait battre un record aux enchères. Donc c'est un petit papier hein, qui fait 7 cm sur 7 cm. Qui représente une tête d'ours et donc entre 8 et 12 millions de livres, donc entre 10 et 14 millions d'euros. C'est cher. Ça a l'air d'être cool hein, mais c'est cher. Moi je préfère m'acheter d'autres trucs. Tiens d'ailleurs, Archéos, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Donc Archéos, c'est un archéosite qui est dans le nord, à Douai, donc un peu en dessous de l'île. C'est génial, ça rouvre ses portes le 14 juin. Donc il y a un musée et un archéosite. Et en plus, ils vont faire une taverne. Hein. Enfin, il y a une taverne qui est oufissime, elle est incroyable. Il y a une halle en bois, mais qui est incroyable. Et elle va ouvrir le 1er juillet. Et je sais pas si vous savez qui c'est qui a repris Archéos et la gestion de tout ça, mais c'est mon copain Fabien Muller, vous savez le cuisinier avec qui j'avais fait la fameuse recette des fèves au lard et avec qui j'ai bossé d'ailleurs sur d'autres émissions. C'est un gars qui est comme ça, qui est ultra compétent en histoire et en cuisine et en reconstitution, et donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour à Archéos. On a ensuite Joe Biden, nous dit Libération, qui a fait un discours. Désormais votre sort sera connu de tous. À Tulsa, le discours réparateur de Joe Biden. Selon les historiens, jusqu'à 300 Afro-Américains ont été tués dans cette ville d'Oklahoma en 1921. L'administration Biden a annoncé des mesures d'aide économique à la population afro-américaine, mais pas de réparation financière pour les descendants du massacre. Alors, de quoi il s'agit? En fait, le 31 mai 1921, il y a eu un massacre dans la ville de Tulsa, où il y a un quartier d'Afro-Américains qui a été mis à sac par plusieurs centaines de blancs qui étaient armés, et donc ils ont tué les gens qui étaient sur place. Donc ça a fait des centaines de victimes, il y a eu des milliers de sans-abri, alors que le quartier était plutôt tranquille, et suite à ce massacre, il n'y a jamais eu aucune condamnation pour sanctionner les auteurs de ces crimes. Et la raison, c'est le racisme, hein, oui, tout simplement. Il n'y a pas d'autre raison que ça. Et donc là, c'est une reconnaissance, en tout cas, de la part de Joe Biden de ce massacre. Et bon, c'est déjà un pas en avant. C'est bien. Et puis on finit avec un article de Tétu. Alors vous allez me dire, oui, Tétu c'est pas trop un site d'histoire. Oui, mais
il parle d'histoire, puisque le mois de juin c'est aussi le mois de la marche des fiertés, et donc il y a aussi eu des émeutes liées à la défense des causes LGBT. Donc juin c'est le Pride Month, le mois des fiertés, et en commémoration des émeutes de Stonewall en 1969, dont les figures de proue seront des femmes trans d'ailleurs, eh bien l'article va revenir sur les manifestations qui ont précédé cet événement pour les droits des personnes queer LGBT. Donc c'est l'occasion aussi de se renseigner un petit peu sur l'histoire de ces mouvements, et a priori il y a même un petit peu de débunkage, parce que là je vois pourtant historiquement c'est faux. Voilà. Donc il y a même du débunkage sur cet article. Je vous invite à aller pour le coup lire tout ça. C'est maintenant l'heure des sorties. Valentin, jingle. C'est les sorties, on va parler de livres, c'est très bien, mais aussi de films, de séries, d'expositions, de jeux vidéo. La chanson ne tient plus, c'est pas grave, ça fera un jingle. On commence par 34 petits et grands secrets de l'univers aux éditions Belin, qui font souvent des bons trucs. Et ça c'est fait par Théo de la chaîne Balade Mentale, qui est un copain, qui a une très bonne chaîne YouTube, Balade Mentale. N'hésitez pas à aller voir un petit peu dedans ce qui se fait sur cette chaîne YouTube. Là il vient de sortir son bouquin 34 anecdotes surprenantes mais réelles, de nature scientifique, concernant aussi bien l'astronomie que notre propre existence. Ça contient des anecdotes, des jeux graphiques, et c'est disponible en broché, et c'est disponible, alors quand je dis en broché, c'est en broché, je parle pas du poisson, et aussi en démat. Donc 34 petits et grands secrets de l'univers. Ensuite, on a un bouquin qui devrait vous plaire, c'est le bouquin Licorne, celle qui existe et celle qui n'existe pas. Donc c'est aux éditions Vendémiaire. C'est fait par Jocelyne Benoît, qui est philosophe, et Véronique Desquet, qui est philosophe également, spécialisée en philo antique et médiévale. Bien qu'associée au Moyen-Âge traditionnellement, la licorne a des origines plus lointaines remontant à la Grèce antique. De quel genre est-elle traditionnellement? De quelle qualité est-elle le symbole? Est-il possible de parler de licorne quand on étudie Kant? Différentes questions auxquelles ce livre apportera des réponses. Ensuite on a un tout petit bouquin, mais qui est trop cool. La défense de Guenièvre aux éditions Libertalia par William Morris, qui est un poète à la fin du 19e siècle, tendance libertaire. Si je vous le propose aussi, c'est parce que j'ai un copain qui a travaillé dessus, William Blanc que vous connaissez, que vous adorez aussi, qui participe à des lives ici avec moi sur Twitch, avec qui on écrit tous les épisodes fantasy, pop culture. Bon, et donc il a bossé là-dessus pour la présentation de ce recueil. Donc c'est le mythe arthurien vu par Guenièvre, qui doit se défendre de son adultère avec Lancelot, vous connaissez l'histoire. Et donc on a William Morris à travers ce recueil là, qui va dénoncer les mœurs de son époque. C'est hyper intéressant, donc je vous encourage à le lire. C'est pas très cher, ça coûte 5 €, ça se lit très vite et c'est intéressant si vous vous intéressez au mythe arthurien. Ensuite, on a Les Gaulois à l'œil nu de Dominique Garcia, qui est archéologue et historien, avec des illustrations de Jérémy Perraudot. Le but c'est de casser des clichés, défoncer du cliché sur les Gaulois à travers les nombreuses thématiques qui sont abordées, donc en passant par les éleveurs, les fermiers aux citadins gaulois, leurs échanges avec les Grecs et les Romains, le tout accompagné en plus des illustrations de photos des découvertes archéologique. Il y a marqué savoir pour tous de 15 à 95 ans. Donc si vous avez 94 ans, foncez, c'est le moment ou jamais. On passe maintenant aux séries et films qui sortent actuellement autour de l'histoire. Un film avec Gérard Depardieu et Catherine Fro qui s'appelle Des Hommes. 40 ans plus tard, deux anciens appelés d'Algérie reviennent sur leur passé, ce qu'ils n'ont jamais pu raconter à leur famille, ce qu'ils ont fait lorsqu'ils étaient sous les drapeaux. Alors moi j'aime bien Catherine Fro. Gérard Depardieu, ça reste un très bon acteur, même si j'ai beaucoup de mal avec le personnage, je vous le cache pas. Mais le film, en tout cas, la thématique du film est plutôt cool. La guerre d'indépendance algérienne, on n'en parle pas tant que ça
hein, dans les films. Ensuite, on a une sortie sur Leonardo. Ah, il se retourne vachement bien, hein. Leonardo, qui est une série qui va retracer, vous vous en doutez bien, hein, la vie de Léonard de Vinci, une série produite par la télévision italienne et allemande, avec Aidan Turner dans le rôle principal. Une série qui est dispo déjà sur Amazon Prime UK, mais qui n'a pas encore de date de diff en France. Pour finir cette annonce de film, on a bien évidemment, vous êtes nombreux à l'attendre, Kaamelott. Kaamelott premier volet qui sera dispo le 21 juillet 2021. Bon, on verra aussi là ce que ça donne. À la base avec William Blanc on avait prévu 2 vidéos pour la sortie de Kaamelott. Et du coup vu que ça n'arrivait pas, hein, ça a été repoussé pendant un an, on les avait sortis ces vidéos sur le roi Arthur et Merlin d'ailleurs, c'était la dernière. Donc voilà, tant pis, il n'y aura pas de vidéo pour la sortie dédiée à Kaamelott. Mais c'est pas très grave. Moi honnêtement, j'attends de voir, encore une fois, je trouve ça sympa, Kaamelott, le peu de fois où je les ai vus sur M6 à l'époque, mais les dernières saisons j'avais vu quelques trucs, honnêtement j'aime pas. Maintenant le film, à voir ce que ça donne, ça se trouve ça va être bien, hein. Ça c'est mon avis perso et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui kiffent Kaamelott, par curiosité j'irai quand même voir ce premier volet. On a Viking, première partie de la saison 6 de Viking qui va être dispo sur Prime aussi. Donc il y a toutes les saisons qui sont disponibles et vous aurez bientôt un épisode dessus, enfin qui parle des Vikings et de cette série sur la chaîne de Prime Video, puisque vous le savez peut-être, je fais quelques épisodes pour eux de temps en temps. On a déjà sorti 2 épisodes ensemble où ça revient un peu sur l'histoire et sur les productions. Bah, le 3e, on est en train de bosser dessus, ça sera sur Viking. Jeu vidéo, Assassin's Creed, la colère des druides, qui vient de sortir. Là, voilà, ça y est, c'est dispo, c'est le premier DLC d'Assassin's Creed. Si vous avez envie de voyager un petit peu en Irlande, eh bien n'hésitez pas, c'est beau. Honnêtement c'est beau, moi j'aime bien Assassin's Creed, j'en suis à une cinquantaine d'heures, ce qui est beaucoup pour moi sur un jeu que j'ai pas beaucoup le temps de jouer, notamment sur console. J'ai parcouru du coup les terres irlandaises, ça apporte surtout une nouvelle région, des nouvelles quêtes, etc. Bon, les druides c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais voilà, c'est une sorte de société secrète. J'ai pas tout compris l'histoire derrière les druides parce que j'ai pas avancé dans l'histoire. Je me suis vraiment, moi j'explore beaucoup quand je suis d'Assassin's Creed, mais du coup ça peut être intéressant si vous aimez bien. Chivalry 2, il sort le 8 juin, c'est du FPS médiéval, ça bourrine dans tous les sens, je vais l'acheter Day One, je ferai du Twitch dessus, évidemment, parce que j'adore Chivalry. J'ai beaucoup joué au Chivalry 1, et je l'attends avec impatience, vraiment, je kiffe Chivalry. Voilà, donc c'est du FPS, c'est en gros du Battlefield mais en mode Moyen-Âge quoi, hein. Mordo est pas mal aussi, mais je trouve que la commu Chivalry est un peu mieux que Mordo. Victoria 3, voilà, pour ceux qui aiment cette série de jeux, c'est une simulation stratégique de la période de la révolution industrielle, et en gros le Victoria 2, il avait été sorti en 2010, donc autant vous dire que pour ceux qui kiffent cette licence, ça fait à peu près 11 ans hein, qu'ils attendent la suite. Donc c'est une grosse annonce de la part de Paradox, eux qui sont à l'origine des jeux comme Crusader Kings, Europa Universalis ou tous ces trucs là, tous ces jeux qui demandent beaucoup trop d'investissement. Et bien Victoria 3, ça débarque. Voilà.